honnêtement, en tant que parent, j'ai vraiment rien compris de ce qui m'est tombé dessus. Hein. Franchement, il a fallu bien un an et demi. Et c'est avant que je puisse mettre le mot de placement abusif, placement inversé là-dessus. J'avais trop confiance en mon pays, en les fonctionnaires de mon pays, l'État. Je pensais pas que des choses comme ça puissent arriver. Sinon, je serais jamais allée à la police. Moi, j'ai une copine à moi, une copine, elle est gitane. Elle dit, mais attends, mais moi, t'es allée à la police? Et elle a rigolé pendant une demi-heure. Elle arrêtait plus de rigoler. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, moi, un truc comme ça, il arrive à mes enfants. J'appelle mon père, mes frères, mes oncles, mes cousins. On lui règle son compte, on le jette dans l'Isère et on n'en parle plus jamais. Elle m'a dit ça, carrément. Dit-elle à la police, mais regarde où t'en es maintenant, c'est moi qui suis mise à mort. Je suis mise à mort à petit feu, ma fille c'est pareil, ça va plus, elle est appelée Madame Pleurnicheuse à l'école, alors que les rapports de crèche à l'époque où je l'avais à temps plein, ils disaient enfant, éléments moteurs, toujours première pour les jeux crèche, pâte à modeler, chant, danse. Elle était tout le temps plein de copains, elle faisait des sorties Mardi Gras, Halloween avec les petits voisins de la montée, tout ça, elle n'a plus. Elle n'a plus aucune vie sociale, elle n'a plus aucun suivi médical. Alors l'AS, c'est quoi? L'AS, c'est anciennement la DAS. Hein. Alors bon, comme elle avait mauvaise presse, elle a changé de nom et s'est fait appeler l'AS. L'AS, en fait, elle est dans les conseils départementaux. Ce sont les conseils départementaux qui leur donnent de l'argent pour pouvoir placer vos enfants, nos enfants, et ainsi faire un beau microcosme où tout le monde gagne bien sa vie, en fait. Voulez-vous que je vous dise? Donc, je suis allée devant la justice en 2010. Et là, donc, il y a eu cette ordonnance de 6 mois de placement dans un foyer pour mes enfants dans le Val-de-Marne, au foyer de Sucy-en-Brie. Je me suis battue 10 ans pour récupérer mes enfants, puisque chaque année, donc, ils ont replacé mes enfants. Alors qu'au départ, donc, c'est moi qui alerte la justice parce que mes enfants sont en danger avec le père. Et je me retrouve, moi, donc, écartée de mes enfants pendant une dizaine d'années, avec chaque année des pièces de théâtre au tribunal de Créteil. Donc, en 10 ans, j'ai dû voir défiler 13 ou 14 magistrats sur ce dossier. Alors en fait, ces gens-là, hein, à l'intérieur, vous allez trouver des PMI, vous allez trouver des assistantes sociales, vous allez trouver des psychologues, vous allez trouver alors des directeurs de centres, hein, et tutti quanti. Et puis ça va nourrir un petit peu la justice, puisque ces gens-là vont aller en justice, hein, parce qu'il faut bien qu'ils justifient le placement. Donc voilà, ça marche comme ça. Hein. Finalement, ces gens-là touchent 7,5 milliards d'euros pour placer 340 000 enfants de façon abusive en fait. Hein. Alors on estime à peu près à 25 000 enfants la maltraitance avérée. Ça fait plus de 6 ans que nous vivons avec les problèmes des services sociaux en faisant faux écrits publics notamment. Tout est prétexte a été fait pour que nous ne voyions plus nos enfants. Ils ont même été jusqu'à nous demander de l'abandonner. C'est leur motif et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Aujourd'hui, en cette journée, notre avocate commis d'office ne s'est non seulement pas présentée, mais n'avait aucune excuse. Bon, je suis âgée de 49 ans, je suis médecin généraliste installée dans la ville de Menton. D'accord, d'accord. Voilà, dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Pas très loin de Nice. Ouais. Et ma fille est placée depuis plus de 6 mois maintenant à Nice, dans un foyer, D'accord. suite à des soucis que j'ai eus avec son père. Alors l'assistante sociale fait un signalement au juge. Le juge vous convoque. Il va falloir que vous alliez contredire ce qu'elle a raconté. Alors là vous êtes un peu mal hein, parce que vous savez pas ce qu'elle a raconté parce que ça c'est coincé dans un dossier, vous le verrez jamais. Vous n'avez le droit de consulter qu'avec votre avocat. Donc déjà vous êtes dans la merde, hein, clairement vous êtes dans la merde. Ensuite quand vous avez enfin récupéré votre dossier, que vous avez pu en lire une partie parce que vous n'aurez jamais la totalité, ces gens sont des menteurs. À ce moment-là, va falloir que vous vous défendiez. Alors je vois pas ce que vous allez pouvoir dire puisque tout ce qu'elle dit en fait pour le juge et parole d'évangile, donc c'est va être difficile de combattre. Hein. Et puis comme les avocats et les juges, aussi c'est quand même c'est leur fonds de commerce hein, quand même. Hein, faut le savoir. Hein, juge pour enfants un JAF, c'est quand même leur fonds de commerce. Hein. Alors du coup, vous allez soit subir une AEMO, hein, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont venir chez vous enquêter, voir comment vous y prenez. Hein. Et aujourd'hui aussi, on nous parle beaucoup hein, de carence éducative, hein, et beaucoup de carences éducatives. Hein, alors ça, c'est pareil, hein, la carence éducative, si vous voulez, légalement, elle n'a aucun sens. Hein, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien de concret
par rapport à la carence éducative. Hein. Ça, on ne sait pas ce que ça veut dire en clair. Hein. Bon, bah la carence affective, ça on n'en parle pas du tout non plus. Hein. C'est-à-dire que quand on place des enfants chez une famille d'accueil pendant 1 an, 5 ans, 7 ans, 8 ans, effectivement, la carence affective me paraît quand même un peu plus importante que la carence éducative dont vous parlez. Donc ces gens-là n'ont aucun affect. Hein. Ils en ont rien à foutre. Ils placent les enfants. Ils détruisent les familles en totalité, perpétuellement, et vous vous démerdez derrière, hein, puisque de toute façon, eux, ils ont fait leur job. Alors, je rappelle, hein, l'AS touche 7,5 milliards d'euros. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que l'assistante sociale qui vient chez vous, qui fait l'enquête, qui retourne voir le juge pour lui expliquer, dans son dossier que vous ne verrez pas, ce qui s'est passé chez vous, ensuite, quand le juge a pris sa décision, va recontacter la même personne, en tout cas le même service, afin que ces gens-là interviennent chez vous ou placent vos enfants. Je voudrais qu'on m'explique où est, mais vraiment, hein, je voudrais qu'on m'explique où est la dépendance, vraiment. Donc elle a commencé à me dire que ça se passait mal le soir lorsqu'elle avait fini ses devoirs et qu'elle demandait à téléphoner à maman pour me dire, pour me souhaiter bonne nuit. À ce moment-là, son père lui donnait des coups. Il lui interdisait évidemment de me téléphoner. Et il la séquestrait dans une chambre dans le noir. Contre le juge pour enfants, il y a un argument extrêmement simple. En droit français, le parent maltraitant va en correctionnel. Pour tout le monde, la maltraitance, c'est du pénal. Tu maltraites un chien, tu vas en correctionnel. Tu maltraites une personne âgée, tu vas en correctionnel. Tu maltraites l'enfant du voisin, tu vas en correctionnel. Mais tu maltraites ton propre enfant, tu vas devant un juge civil. Ça n'a pas de sens. C'est contraire au droit français total. Donc, dans leur système, nos chiens voient leurs droits plus respectés que nos enfants. Et ça, je l'ai dit à plusieurs personnes, fonctionnaires, ils étaient scotchés. Ils se sont rendus compte de ce qu'on leur avait fait faire. Et tout d'un coup, clac, c'était fini. On ne pourrait pas revenir derrière parce que c'est du bon sens. Donc, la maltraitance en France, c'est du pénal. Tout le domaine de l'assistance éducative doit être annulé. Juge pour enfants, sociaux, départements, foyers, famille d'accueil, poubelle. Il y a même un jour où je suis revenue en rentrant du travail, où j'ai trouvé la porte de la salle de bain ouverte, le rideau c'est une baignoire, mais enfin bon, il y a un rideau de douche, le rideau de douche ouverte, il était en train de se masturber devant Lisa. Pourquoi on vous a pris vos enfants? Alors sur ma fille Justine, parce que sur Justine, elle a été placée à ses 7 jours de naissance, en maternité. Oui, j'étais avec elle quand ils sont venus me la chercher dans les bras. C'est une ancienne sage-femme de la maternité de Montélimar, Romans, hein, qui a été mettre un rapport comme quoi je pouvais mettre ma fille en danger. Mais ça faisait 5 ans vraiment qu'on attendait cette grossesse. Donc quand on l'a eue, on a fait ce qu'il fallait. Du coup, on avait aussi un petit appartement. Donc pas de chambre pour accueillir bébé, mais avec un petit coin quand même pour elle. Ça nous a été signalé aussi parce que l'appartement était trop petit, soi-disant, pour avoir l'enfant dedans. Même si on sait bien que c'est des histoires, juste pour embêter aussi surtout les parents. Donc pour Justine, elle a été placée très tôt. On a pu la voir au bout d'un mois après son placement. On a dû attendre un mois avant de la voir. Soi-disant, c'était une mise en place du processus de l'enfant à l'accueil. Donc elle a été placée au centre d'hébergement de Bourg-les-Valences. Donc il fallait quand même venir de Romans à Bourg. On la voyait au début 15 minutes. Les premiers temps, donc ils ont dû faire ça à peu près 2 mois à 15 minutes, donc c'est peu. Ensuite, ils ont augmenté un petit peu plus à une demi-heure et après on est passé sur des temps de 2 heures. Voilà, avec des droits de sortie, hein, quand elle était là-bas. Oui. Ensuite, elle est arrivée à notre domicile à ses 6 mois, elle a été placée en famille d'accueil. Donc c'est moi qui ai dû dire à la famille d'accueil comment était ma fille, parce que c'est moi qui ai parlé devant ces gens-là. Du coup, elle est venue après à la maison. Donc c'était aussi des temps de une demi-heure au début qui sont passés. Donc on a montré les preuves qu'on était quand même capable de pouvoir gérer notre fille aussi à notre domicile. Donc du coup, c'est passé sur
un accueil à domicile de 3 heures ensuite avec une TISF, Oui. donc une personne agréée qui vient quand on doit être présent et quand l'enfant est présent. Donc ils ont fait ça peut-être 3 ans le temps qu'on soit sur Romans-sur-Isère. Du coup après on a dû quitter Romans, donc on a quitté Romans pour aller là où on est au jour d'aujourd'hui. Et les visites, ils les ont totalement arrêtées depuis. Donc ça va faire 3 ans, ouais. Qu'on n'a pas revu Justine, ça va faire 3 ans. Et Nolan, il a été placé à ses 2 ans par les services d'AMO de Romans-sur-Isère sur les on-dit d'un logement qui n'était soi-disant ni adapté ni assez propre pour eux. Alors, je suis dans le département de la Dordogne et je suis justement, comme vous aurez pu le voir sur la première vidéo, ma mère a parlé. J'ai été placé abusivement dans une famille d'accueil où je ne connaissais ni le lieu, ni leur nom, et ni où ils habitaient ou je ne sais quoi. Et je servais d'esclave physique. Je ne pouvais pas sortir dehors, je ne pouvais pas aller dans ma chambre. Et j'avais que tout ce que les choses à faire, c'était les tâches ménagères. C'était des vieux de plus de 80 ans. Oui. Et ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher et ça a été un des pires traumatismes de ma vie parce qu'ils sont venus me chercher et je me suis senti extrêmement impuissant. J'avais 14 ans, oui. Et j'y suis resté une semaine et demie avant que je fugue. D'accord. Et tu te souviens du motif pourquoi on t'avait placé chez ces gens-là ou pas du tout? Oui, je crois que c'était parce que ma mère était entre guillemets aliénante. Ah d'accord, oui, c'est encore un mensonge comme ils ont l'habitude de faire en fait. Hein, d'accord? Donc, bon, alors donc, et comment a évolué la chose quand tu as fait ta première fugue alors du coup? Quand j'ai fait ma fugue, en fait, ma mère est venue me chercher, je l'ai appelée, je lui ai dit je suis dehors et ils ont fait le motif de soustraction d'enfants. Oui, mais les gendarmeries refusent mes plaintes. Parce qu'à Menton, les plaintes sont traitées par la police pour les Mentonnais. Et la gendarmerie ne s'occupe que des plaintes qui viennent émaner des gens qui sont dans l'arrière-pays mentonnais, en fait. Oui, mais là, est-ce que tu avais invoqué qu'en raison de ton métier, que tu as constaté qu'il y avait certains policiers qui étaient pédophiles, que tu ne peux pas déposer plainte? Tu leur as dit ça aux gendarmes? Mais à l'époque, j'étais pas au courant. Oui, même là, maintenant, tu avais le droit de le faire. Pourquoi? Parce que ils ont l'obligation de prendre une plainte si tu as des arguments. Je me suis fait virer. Je me suis fait virer de la gendarmerie. D'accord. Bon, ben ça. Et c'était la gendarmerie de Menton aussi? De Menton, oui. D'accord. Bon, eh ben au moins on a le mérite de le savoir. Tu es tombé sur un gendarme qui aurait pu respecter les lois, d'accord, qui était en abus. J'ai tombé sur plusieurs gendarmes parce que quand je suis allée porter plainte, on m'a convoqué pendant on va dire les 15 jours qui ont suivi, j'ai été convoquée régulièrement au commissariat pour qu'on me demande de raconter encore mon viol surtout. Ça, c'est des détails sur le viol. Ça a toujours été un homme. Voilà. Pour ma fille, normalement, bon, l'audition des enfants doit se faire par une femme et qui a reçu une formation et qui doit être accompagnée d'une autre personne au moins. Elles doivent même être 3. Voilà. Là, ma fille est tombée sur un policier c'était l'été, qui avait un Marcel, qui avait des tatouages, qui avait des piercings, qui était chauve, qui était très baraqué. Donc moi, il m'a demandé s'il pouvait entendre ma fille. Je les ai laissées seules. Après, elle m'a dit en pleurant, je suis désolée maman, j'ai rien pu dire. Le monsieur me faisait peur. Dès qu'il y a des difficultés dans les couples, les juges vont soi-disant appliquer un principe de précaution, mais bon, on sait d'autre part qu'il y a un coût pour la société, un enfant placé, c'est entre 7 à 8 000 euros par mois. Donc ça fait vivre certaines institutions et on soupçonne beaucoup qu'il y ait des pressions pour garder ce business, on va dire, capté.
Après, bon, il y a des soupçons aussi de personnes qui ont envie d'adopter des enfants et qui, évidemment, font pression sur des institutions comme ça pour se dire s'il y a des enfants à adopter parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, souvent. Donc, il y a tout ça derrière et donc les familles qui se retrouvent en difficulté, elles ne savent pas qu'il y a tout ce business derrière. Et ce business, les avocats font semblant de défendre les personnes, mais derrière, ben, il y a tous ces réseaux de relations qui fonctionnent. On va multiplier les procédures. Il y a des avocats qui ne se présentent pas aux audiences. Il y a des avocats qui lancent des accusations un peu fantaisistes. C'est toutes ces incertitudes de ces audiences qui sont souvent à huis clos, il ne faut pas dire toujours, et qui devraient au contraire être devant la lumière. Nous, dans l'association Père Enfant Mère, on est pour que tout ça, ça sorte des tribunaux et que par exemple, ce soit jugé en public, je dirais en municipal, par exemple des personnes qui ont, on dirait, un certain âge, qui connaissent un peu, qui ont une expérience familiale, et que ce soit jugé devant des jurés civils, des témoins, une sorte de service civil obligatoire. Ma fille a été entendue par le juge une première fois. Comme d'habitude, bon, bah, ça se passe à huis clos. Hein. Elle me dit qu'elle a tout dit. Moi, j'ai eu comme retour, votre fille parle trop bien pour une enfant de cet âge-là. Bon, moi, je vais jamais parler bébé, donc c'est vrai qu'elle parle bien. Voilà. Elle parle sans affect. Son discours est dénué d'affect. Elle ne se met pas en colère. Elle ne pleure pas. Elle ne crie pas. Mais il faut savoir qu'avant de raconter, de parler au juge, il y a eu ce qu'ils appellent l'enquête pénale. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'attestations de témoins qui ont vu quand son père a essayé de l'enlever, ou etc. Mais ces gens-là n'ont jamais été auditionnés par personne. D'accord. On ne les a jamais interrogés. Voilà. Parce que pour moi, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Ce n'est pas possible qu'un service identique puisse faire les enquêtes, puisse faire le suivi sans être dans un intérêt quelconque. C'est impossible. On ne peut pas être juge et partie. C'est impossible. Alors comme les juges sont submergés, parce que ces gens-là font tellement de signalements qu'ils sont submergés, donc ces juges-là ne lisent jamais vos dossiers, et là je peux vous en parler savamment, je sais de quoi je parle, ils ne lisent jamais les dossiers, et du coup ils lisent à peu près les conclusions. Voilà comment ça fonctionne. Et ils m'ont dit, si tu restes en famille d'accueil, tu verras ton frère. Voilà, ils en ont conclu à une aliénation maternelle. Voilà, donc ça c'est... Au syndrome d'aliénation maternelle qu'on me ressort sans arrêt. Voilà, c'est le motif qui permet d'enlever les enfants. Donc voilà. Donc, suite à ça, est arrivée l'AEMO. Et même la MIJ. Donc j'avais très souvent des gens, voilà, qui ont pu voir, dont une éducatrice en particulier, qui a toujours vu Lisa quand elle voulait voir Lisa. Je me suis toujours pliée à tout ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé d'aller de faire suivre ma fille par un psychologue. Je ne les ai pas attendus. J'avais déjà commencé de mon côté. Elle voyait déjà un psychologue. Mais je n'osais pas faire forcément d'attestation parce que, bon, voilà, c'était pour son bien-être, en fait. C'était pour elle qu'elle le fait. Hein. Parce qu'elle a été très choquée par le départ de son père et tout ce qui s'est passé et tout ce qu'elle a vu. Quand elle l'a vu me frapper, elle a quand même subi des choses, voilà. Et puis la séquestration, je pense que c'est la chose qui l'a la plus atteinte. Parce que toutes ces personnes qui sont soi-disant du droit, en fait, dans ces histoires-là, le droit intervient très peu. C'est que de la psychologie. Donc les gens qui arrivent là, c'est des parents, ils sont perdus, ils sont intimidés. Un avocat va raconter des choses que il découvre que ces gens-là tombent de nu souvent parce qu'il y a des histoires à raconter qui ne sont pas tout à fait la réalité.
Il y a des personnes de l'aide sociale à l'enfance qui vont intervenir, on ne sait pas trop pourquoi, comment, sous quelle pression. Il y a des systèmes d'accueil qui récupèrent les enfants et qui ont un intérêt aussi, parce que là-dedans, ça fait venir psychiatre, pédiatre, éducateur. Et pour qu'on en arrive à un coût de 7 à 8 000 € par mois, c'est quand même grave. Donc, je m'appelle Hélène Lombard, j'ai créé l'association Rendez-nous nos enfants.org parce que je suis moi-même victime de placements abusifs, puisqu'on m'a pris mon fils, parce que j'ai démontré par 177 inscriptions faux que les traités de l'Union européenne étaient aberrants en droit, que j'ai déposé mes documents au président tchèque, que ça a fait un effet bœuf, puisque lui-même a refusé de signer le traité de Lisbonne en janvier 2009 pour la Tchéquie, et que dans leur programmation, ils ont été un petit peu retardés, pas de beaucoup, mais un petit peu retardés, et en septembre d'après, on m'a volé mon fils pour me punir. Depuis 20 ans avant, on m'avait mis 4 fois en internement, on m'a entravé dans mon activité économique, on m'a empêché de travailler, on m'a volé mes droits sociaux, etc. etc. Et j'avais eu la chance de passer à Ciel-Montmardi à 24 ans, le 23 octobre 1990, où j'avais aussi dénoncé des magistrats qui faisaient n'importe quoi, etc. Donc, on m'a pris mon fils en mois de septembre 2009. La brigade des mineurs de Paris m'a pris mon fils, m'a arraché mon fils, et il avait 3 ans et 2 mois, il s'appelle Erwan. On m'a arraché mon fils de mes bras, et je l'ai revu que 3 ans et 2 mois plus tard. Il n'était pas question pour eux de me le montrer, et j'ai pu le voir parce que j'ai fait croire à la juge que je m'étais soumise. En fin de compte, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les Français et les Européens se soumettent. C'est tout. Et quand vous leur dites que vous vous soumettez, tout d'un coup, vous avez des droits. Donc j'ai pu voir mon fils. 8 heures. Et puis après, comme c'était au même moment où j'ai créé l'association, ils se sont rendus compte que je n'avais pas l'intention de me soumettre. Et donc après, ils m'ont dit, vous ne le verrez plus. Donc j'ai vu mon fils 8 heures depuis 13 ans et demi de placement. Mais il y a énormément de parents qui vivent la même chose, puisque l'ASE n'est pas en capacité de faire 650 000. Il y a 650 000 enfants placés en France, ça c'est mon chiffre, d'accord? Ils trafiquent les chiffres, ils trafiquent tout. Donc il y a 650 000 enfants placés, donc l'ASE sur 4 mercredis par mois ne peut pas assurer 650 000 par loir d'1 heure. C'est impossible. Donc au bout de 1 ou 2 ans de placement, 3 ans si vous avez de la chance, à un moment donné, les sociaux vous disent vos enfants pleurent à la fin des visites, alors vous les verrez plus. Tu as fait ta fugue en partant de l'école, en partant comment tu l'as fait ta fugue? Non, en fait, moi j'ai été placé 1 semaine et demie, donc je leur ai pas laissé le temps qu'ils me mettent à l'école ou je ne sais quoi. Et en fait, moi je leur ai tout simplement fait croire que j'étais le bon petit esclave, etc. Je leur ai fait croire que j'étais tombé dans leur plan. Et tous les matins, je m'entraînais à descendre sans que les escaliers grincent. Donc j'ai tout fait, je me suis entraîné pendant 1 semaine et demie sans relâche. Et puis il y a un soir où dans ma tête, je pensais, je pouvais pas rester 1 heure de plus. J'ai pris mes sacs et je suis parti. Là, on vous dit même, et là je vais essayer de retenir craquer. un mot. On vous dit que c'est jusqu'à la majorité alors maintenant. Hein. Votre fille, vous la reverrez plus parce que voilà, elle sera là-bas jusqu'à la majorité. Et la majorité, à savoir aussi qu'un enfant est handicapé, voilà, et qu'en plus on le fait taire, hein, on fait tout pour la faire taire. C'est 21 ans, voire plus. Donc c'est celui qui génère la subvention qui en profite. Eh bien les sociaux, c'est pareil. Ils font un faux signalement anonyme sur le 119, qui lui, le 119, refuse nos propres appels de mère quand on dénonce les viols de nos enfants dans les foyers. Donc c'est très grave aussi. Le 119 se limite à ce que les sociaux leur disent dans le but de placer l'enfant, mais pas dans ce qu'on leur dit pour protéger l'enfant. Et donc les sociaux, eux, font un faux signalement article 119. Ce sont eux qui font les faux rapports que demande le juge pour prétendre légitimer le placement. Et ce sont eux qui vont s'occuper de l'enfant une fois placé. Donc, ils sont jugés partis. Ils se donnent à eux-mêmes du travail. Non, il n'y avait pas forcément de la méchanceté, mais en tout cas, ils m'utilisaient comme outil pour faire de l'argent et pour faire des tâches de ménagère en passant.
ça. Non, non, mais c'est ça. Donc, ouais, c'était un outil qui leur permettait de vivre un peu mieux. Et d'ailleurs, cette famille d'accueil est connue pour esclavager les enfants qu'ils accueillent. Ah bon, carrément. Ah bah tu vois, La coiffeuse de notre village, elle nous a dit, ah mais ils sont connus pour ça. Le mécanisme, c'est pas compliqué, hein. Déjà, moi, j'ai pas eu d'enquête sociale, j'ai rien eu, hein. La seule personne que j'ai eue, moi, ça a été un éducateur à EMO qui m'a défendu au tribunal et on lui a dit de fermer sa gueule. Ouais. Voilà, à 2 ou 3 reprises. Là, vous vous dites, c'est grave. Et là, quand il te dit, t'es dans le rouage, t'es foutu, t'es dans un rouleau compresseur, là, tu te dis, bon, ben, ça sent mauvais, quoi, hein, c'est, voilà. Et j'ai eu des personnes autres que ces gens-là qui ont été à l'encontre de l'ASE, ben, de suite, on les court-circuite parce qu'ils sont hors rapport et hors sujet. Leur carrière, elle est mise en cause, en fait. Voilà, je connais. Ah oui, ils les virent, hein, ils les gardent pas, hein, ils sont. Voilà. Moi, j'ai un conseiller départemental que je connais. Il a voulu rentrer dans mon dossier, mais il m'a dit je peux pas. On m'a interdit. On m'a interdit. On t'a interdit de quoi? C'est pire que le médical. Ouais, c'est ça. Et je connais un procureur de la République par le biais d'une amie qui est maintenant décédée. Il est rentré dans mon dossier, il me dit il est vide, hein, c'est une bulle d'air. Mais ils se basent sur du mensonger, ils ont décidé que, parce qu'ils savent que si demain j'ai un non-lieu, je me retourne contre l'État, bah oui. C'est une erreur judiciaire et ils ne vont pas l'assumer. Mais bien sûr. Non, mais de toute façon, moi, je te dis, Jérôme, ça va mal finir tout ça. Hein. Mais de toute façon, il va falloir qu'à un moment donné, ces gens-là, hein, quels qu'ils soient, hein, parce qu'ils nous détruisent financièrement, familialement, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai une dame qui me fait des courriers, hein, que je remercie d'ailleurs, parce que voilà. Elle a aidé une Marocaine qui est juge des enfants. D'accord? Elle-même, ils sont obligés de tenir 5 ans par poste. D'accord? Oui. Au bout de 5 ans, elle m'a dit, je n'en croyais pas mes yeux. En fait, tu es juge, quand l'ASE est devant toi, c'est pas toi qui commandes, c'est l'ASE. Et elle-même le dit. Donc, j'ai eu beaucoup à faire sur mon parcours dans le Val-de-Marne à des psychiatres véreux. Et j'ai énormément dénoncé de psychiatres. Parce que dans ces affaires de placement abusif et d'enfants en réseau pédocriminel, les psychiatres, ils sont en première ligne, hein, dans le réseau. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ils ont une place très importante, en fait, tous ces médecins. Médecins et faux médecins, parce qu'on en a énormément qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas d'agrément. Donc, on a affaire à des barbouzes. Bon. Donc, en fait, on nous dit, c'est des gens, des gens de la fonction publique assermentés, et puis tu commences à gratter un peu, eh ben, tu t'aperçois que beaucoup dans ce réseau travaillent en famille. Donc, tu vas en avoir un au palais de justice, un autre au commissariat, un autre dans la médecine, un autre qui sera avocat ou dans un foyer ou chef à l'ASE. Moi, en 13 années, de tous les départements que j'ai fait, ça bosse en famille. Alors au bout d'un moment, voyez-vous, ça devient quand même assez grave. C'est-à-dire que ces gens-là se permettent de rentrer chez vous, se permettent de vous juger, de vous jauger, alors qu'ils sont là pour vous aider normalement. Et bien sûr, les plus touchés sont les familles monoparentales. Alors surtout ne perdez pas votre conjoint, surtout ne divorcez pas, et surtout que vos enfants ne soient jamais malades. Parce qu'on en est à un stade aujourd'hui où très rapidement on peut vous enlever votre enfant. Voilà aujourd'hui l'état de l'ASE en France. C'est-à-dire que c'est un pourvoyeur d'enfants, c'est une association, hein, malfaiteurs, j'ai envie de dire, hein, ouais, parce que pour moi là, ça devient une association de malfaiteurs, si vous voulez, qui se permet maintenant d'enlever les enfants pour des carences éducatives, pour des, non mais on parle pas de maltraitance.
On ne parle pas de maltraitance et on vous retire vos enfants. Et on vous les retire pendant des mois, voire des années. Ça ne pose aucun problème à personne et ça n'interpelle personne. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a 2 millions de Français qui sont à peu près 2 millions ou un petit peu plus victimes de placement. Donc c'est les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins. Les familles sont hachées, sont détruites. Et le pire, parce que ça c'est vraiment le pire, enfin en partie, hein, c'est que les familles, après le placement, de toute manière ne se retrouvent pas. Donc les parents ont été massacrés, les enfants ont été massacrés, et aux 18 ans ou 21 ans des enfants, les familles ne se retrouvent pas, donc ils ne peuvent pas analyser qu'ils ont été tous manipulés par les sociaux, parce que les juges disent aux parents oh, si vous faites de la communication, des manifestations, etc., vous ne verrez plus vos enfants. Et les sociaux disent aux enfants ah, si tu fugues, on va le reprocher à tes parents. Donc si tu ne veux pas qu'on fasse du mal à tes parents, tu te tais, tu te soumets. C'est du chantage permanent. Et c'est pour ça que ça tient depuis 1958. Parce que le vol des enfants, là ils ont fait des erreurs depuis très longtemps. Parce que ces gens ont 2, 3, 4, 10 trains d'avance par rapport à nous. C'est pour ça que le combat il est très important et qu'il faut verbaliser les choses et agir. On parle bien, on est informé, il y a un stade où il faut agir. Et on n'agit pas assez. Je ne cache pas qu'on n'agit pas assez. Je voudrais qu'on m'explique, parce qu'il y a un mépris total des familles, de leur souffrance. Et puis alors les assistantes sociales, ce qui est d'extraordinaire, elles sont multifonctions. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un diplôme, elles ont passé ça en 3 ans, et alors en 3 ans, voilà ce qu'elles ont appris, entre autres, parce que alors là j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était énorme, hein. Ah bah oui, elles sont des UV. Donc après le bac, 3 ans d'études, et alors là je rigole. Là je rigole parce que je vois module 1, politique administrative, tiens c'est étonnant, enjeux économiques et sociaux, politique sectorielle, les acteurs de la société civile. Alors ça c'est tous les modules qu'il y a, hein. L'institution territoriale et nationale et européenne, et enfin, approche comptable et financière, gestion. Alors, on voit bien, quand même, je sais pas, il y a un problème là, on voit bien quand même qu'il y a une espèce de logique économique, hein, parce que quand on apprend ça dans ses études, il y a une logique économique, hein. Donc, ça éclaire un petit peu sur les enjeux, en fait. Ça éclaire vraiment sur les enjeux que l'ASE est en train de mettre en place partout en France, et combien elle est en train de broyer des familles, détruire des enfants, simplement pour un aspect financier. Parce que qu'on me dise pas qu'il y ait 340 000 familles en France qui sont maltraitantes. Faut arrêter un petit peu les conneries là. Il y a un moment donné où il va falloir que vous répondiez de ce que vous êtes en train de mettre en place dans notre pays. C'est-à-dire vous êtes en train de détruire des familles, de détruire des enfants. Et je voudrais savoir quels adultes ça va faire. Je voudrais que vous me disiez quels adultes ça va faire. Quand on les a séparés de leur famille, quand certaines assistantes sociales osent aller dans une école sans l'avis des parents et osent poser des questions aux enfants en leur disant de ne pas en parler à papa et maman. Dites-moi quel genre de personne peut faire ça? Quelle femme peut faire ça? Quelle mère digne de ce nom peut faire ça à un enfant? Parce que si elle est mère elle-même, je voudrais qu'elle se pose la question si elle accepterait qu'on fasse ça avec ses enfants. Je voudrais qu'on vraiment, alors qu'elle n'avait pas été diligentée par un juge. Je peux vous parler aussi d'une dame qui a un enfant autiste et qui élève son enfant depuis 14 ans. Et au bout de 14 ans, qui a eu besoin d'aller à l'hôpital parce que cet enfant, à un moment donné, était trop mal. Et là, directement, signalement. Alors n'emmenez pas vos enfants à l'hôpital non plus, hein, parce que vous allez avoir des signalements intempestifs. Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette ingérence? Mais qu'est-ce que vous vous permettez de faire dans les familles? Mais vous êtes la honte du pays, quoi. Franchement, vous êtes la honte du pays. T'as peut-être affaire à un père qui est pédophile. En tout cas, pervers, c'est sûr. Sadique, sûr aussi. Voilà. Donc, et qui arrive en plus à avoir une équipe de femmes avec lui. D'accord. Non, mais là, une après, équipe de femmes. Je dis bien, ouais. J'insiste parce que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont dans l'histoire, en fait. Hein. C'est beaucoup des femmes, dont une éducatrice de l'ASE de Blois. Hein. À un moment donné, donc, je vous ai dit que l'ASE refuse les visites. Parfois même à des parents, ils disent « bon, on vous donne des rendez-vous ». Sauf qu'en fait, il n'y a pas de rendez-vous. Donc les parents, on reproche aux parents de ne pas aller à des rendez-vous, mais des rendez-vous qui ne sont pas donnés. Et sur la base de ça, on leur prend leur autorité parentale. On fait adopter les enfants par d'autres. Donc, il faut savoir que 60% des enfants adoptés en France sont des enfants qui ont été placés avant et qui ont été volés à leurs parents dans les conditions que l'on décrit. Donc, la France, c'est pareil que l'Angleterre. C'est la même chose, c'est la même ignominie.
Et l'autre chose aussi, c'est le 5 juillet 2018, que là, elle dénonce qu'elle a des attouchements pédocriminels de son père sur elle. Voilà, donc je l'emmène à la police, comme n'importe quel autre parent aurait fait. Même avant d'aller à la police, j'ai ce réflexe de l'amener d'abord même aux urgences pédiatriques CHU. L'urgence pédiatrique, c'est parce qu'elle était vraiment blessée. Hein. J'ai fait les photos, je dis c'est pas possible, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Oh là là. Je suis passée aux urgences pédiatriques CHU, non, on fait pas d'attestation, c'est trop grave. La police, ils ont leur propre service médical, c'est eux qui font ça. Et quand j'arrive à la police, je suis reçue de nuit à la police, et il dit ouais, faudra revenir demain matin, faut qu'elle manque l'école. Je dis bah s'il vous plaît, faites-moi un papier, je peux pas manquer l'école à ma fille sans papier, au moins une convocation, quelque chose c'est marqué, mademoiselle est convoquée à la police, non, ils ont refusé de faire une convocation, venez demain à 9h. Enfin moi il m'avait dit 9h30, et quand je suis arrivée le lendemain, 9h30, on m'a dit non, c'était 9h. Donc elle a refusé de me prendre ma fille le lendemain à 9h, et elle me l'a pris l'après-midi à 14h. Donc quand elle me prend ma fille à 14h, elle lui fait parler en salle Mélanie, mais elle refuse de me l'envoyer chez un légiste. J'ai pu accéder au dossier ultérieurement, et j'ai vu comment les questions étaient orientées. La policière, en fait, elle me dit, moi, vous savez, les enfants, je leur fais dire ce que je veux. Nous, ici, on est formés pour ça. Je sais que je ne suis pas la seule parent à qui elle a dit cette phrase. On est 5 mamans à avoir eu le même procédé à Grenoble dans ce même contexte. Et cette même phrase qu'elle a ressortie aussi. Donc voilà. Donc, les questions pièges et orientées qu'elle pose, et que du coup, les enfants y plongent, c'est qui c'est qui t'a dit de dire ça à la police? Qu'est-ce qu'il répond l'enfant? Bah, c'est ma mère. Forcément, c'est la mère qui est en train de l'amener à la police. Deuxième question orientée qu'il pose, c'est parce que la petite, elle a dessiné un pénis d'homme, et elle a dit voilà, c'est parce qu'elle lui demandait. Deuxième question piège. Avec qui est-ce que tu apprends à faire des dessins? Ben, avec ma maman, ma grand-mère et ma soeur. Voilà, donc suite à cette question, bah, ils ont convoqué ma mère et ma fille aînée. Pourquoi vous apprenez à dessiner des pénis à la petite? Alors que pas du tout. Donc en fait, elle prend les questions, elle les oriente, et elle les tourne de quatre. Et là où on voit que c'est des questions orientées, elle a voulu tourner cette question aussi contre moi, mais franchement c'est... Qu'est-ce que ta maman, elle t'a demandé de dire à la police? Et là la petite, elle dit, bah je me rappelle plus. En fait, elle a tourné cette question comme ça, je me rappelle plus. Et ça, c'est pas normal, parce que la petite, si elle venait coachée par moi de dire ceci, cela, ben, elle serait coachée jusqu'au bout. Là, voilà, c'est des questions très orientées. Et c'est ces 3 questions pièges qu'elle pose régulièrement, la policière, et qui fait qu'après, elle classe ensuite. Franchement, c'est de la trahison, mais inouïe, quoi. Ils osent dire que c'est la mère qui manipule l'enfant. Pour moi, c'est l'abandon du statut de l'homme. L'homme devient tellement minable qu'il en arrive à des trucs pareils. Dans le cadre de sa profession, on l'a normalement choisi parce qu'il était meilleur que les autres. Bon, on peut quand même se poser beaucoup de questions là-dessus. C'est comment des êtres humains peuvent faire vivre ça à d'autres êtres humains en toute connaissance de cause. Et alors, si vous n'êtes pas dans le système et que vous faites partie de l'ASE, je vous en supplie, dénoncez ce que vous voyez. Parce que si vous ne le dénoncez pas, c'est que vous êtes dans le déni de ce qui est en train d'arriver dans votre institution. Il y a réellement un problème dans votre institution qui coûte des millions à la société, et surtout, qui coûte des vies entières, des enfants détruits, des parents détruits. Il y a des suicides. Vous êtes responsable de tous ces suicides. Vous êtes responsable de ces enfants qui iront dans la rue et qui deviendront des SDF. Et vous le savez parfaitement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va se bouger. Je peux vous dire qu'on va se bouger. Il va falloir que vous répondiez de tout ce que vous avez mis en place depuis des années au nom du profit et pas au nom de la sécurité des enfants. L'intention de ces gens, c'est pas de rendre les enfants. Vous le verrez dans la vidéo de Laurence Bégon, qui est une juge pour enfants, et qui dit, vous le trouvez sur le net, elle dit, l'objectif d'un placement n'est pas de rendre les enfants, mais c'est de donner une nouvelle chance relationnelle à l'enfant. La nouvelle chance relationnelle, on vient de vous l'expliquer de long en large. Elle n'a pas dit sexuelle, mais ça veut dire ça. Puisque de toute manière, quand les enfants sont placés et que les enfants sont violés, les parents ont beau porter plainte, les classements ensuite se succèdent, il n'y a jamais d'IRM des voix basses, jamais de recherche d'ADN, jamais de suivi gynécologique,
Le médecin traitant de la famille ne peut jamais revoir l'enfant, même s'il veut aller avec courage voir l'enfant placé, on le lui refuse. Il n'y a rien. C'est-à-dire que pour les magistrats, pour les sociaux, pour l'éducation nationale, pour le milieu social, pour le milieu politique, etc., tous ces gens, ils trouvent le viol normal. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi on s'embête à dire que c'est pas normal. Dans leur tête, c'est normal. Et pourquoi ils ont fait... ils veulent absolument, les pédos, dire que les enfants jouissent, parce qu'ils prétendent leur donner de l'amour. Ils sont tellement dévastés dans leur cerveau qu'ils ne font pas la différence entre les choses les pires qui soient, l'amour et la violence et le viol. Ils sont incapables de ça. Donc on a atteint un niveau de taré, mais c'est démentiel. Et que l'ONU ait écrit ça depuis le petit tableau orange depuis 2010. Et là, après, il y a eu la théorie du genre. Et la théorie du genre qui est passée à l'école, elle avait quel but? Elle avait un but de mettre dans la tête des enfants, d'abord au niveau catholique, l'objectif c'est de salir les âmes. Hein, on est d'accord? On est là-dedans. Et l'objectif de tout ce verbiage qui est donné à l'éducation nationale, c'est de dire, quand il y aura les futurs procès contre les pédos vont dire « Ah, mais les enfants, ils ont tout ce savoir sexuel, ils ont tous ces termes, etc. » parce qu'ils les ont entendus à l'école. Et non pas parce que les pédos eux-mêmes l'auront dit ou leur auront fait. Donc, par avance, l'éducation nationale a travaillé pour dédouaner les pédos. La policière, elle en avait ras-le-bol de moi, elle l'a dit clairement. Elle a dit, vous venez dans nos services tous les 2 mois, et alors je fais comment? Moi, ma fille, elle est blessée tous les 2 mois. Je fais quoi? Je fais comme si j'ai rien vu. Si j'ai rien vu, si je dis j'ai rien vu, on me le reprocher. Et si je fais juste mon boulot de mère, vous faire constater. Hein. Après, vous classez sans suite ou pas, ça j'ai envie de dire, ça vous concerne. Mais moi, en tant que citoyenne française, moi, en tant que parent, détenteur de l'autorité parentale, j'ai fait mon devoir. J'ai amené ma fille à la police. Maintenant, si vous en avez marre de me voir, faites le nécessaire pour que ma fille ne soit plus blessée. Voilà, tout simplement. Mon fils de 8 ans a été placé en famille d'accueil en 2017. Famille d'accueil, dans un premier temps, c'était des catholiques, donc il n'y avait pas de souci. La personne de la famille d'accueil est partie à la retraite, du coup ils l'ont placé dans une famille d'accueil musulmane. Et en octobre 2022, l'ASE m'a appelé pour me demander de signer un papier d'intervention chirurgicale à la clinique de Béziers. Chose que je refusais parce qu'on parlait d'un phimosis, mais je ne savais pas exactement ce qu'il en était, étant donné que ça faisait presque 1 an que je ne voyais plus mon fils. Et quand j'ai appelé le professeur, donc l'intervention avait déjà eu lieu, c'est le professeur Berger à Béziers. Donc l'intervention avait déjà eu lieu et les papiers avaient été signés sans mon autorisation, sans mon accord. C'était une circoncision. Et c'était une circoncision. Je vous encourage vivement à dénoncer les départements dans lesquels vous êtes et les assistantes sociales. Parce qu'il y a un moment donné où eux se gênent pas pour dénoncer les familles, se gênent pas pour faire des faux rapports. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on va employer la même règle qu'eux. D'accord? Alors, avis à vous. Je pense qu'il va falloir que vraiment vous preniez conscience que ce que vous faites, vous êtes des hors-la-loi et vous êtes des broyeurs de famille et rien d'autre. La première audience, le 15 décembre, je me suis présentée seule, Vanessa était malade. À ce moment-là, l'avocat de la partie adverse, que je ne connaissais pas son nom, qui s'appelle aujourd'hui Madame Bonnet, m'a saisi par le col devant la magistrate et également la présidente. Ils étaient 2, aujourd'hui ils étaient 4. J'ai trouvé cela inacceptable, mais personne n'a rien dit. Donc voilà, j'ai simplement pris mon dossier en disant que la seule chose qui comptait pour eux, c'était faire du faux et que c'était un véritable business. Voilà, dans le seul but que l'on abandonne nos enfants, prétextant des mensonges comme c'est... voilà. Aujourd'hui, personne n'en a reparlé, malheureusement. Ouais, non, c'est des vendus, c'est des malhonnêtes, c'est des personnes qui vont faire des comptes rendus mensongers, qu'ils n'ont aucune preuve de rien, de ce qu'ils avancent, mais ils vont le mettre en rapport pour enfoncer plus les parents que de les aider. Et nous, ça fait 4 ans qu'ils nous enfoncent. En tout cas, les services sociaux de Romans ne sont pas là pour nous aider, mais pour bien nous pourrir la vie depuis 4 ans. Donc ça fait 4 ans qu'on dénonce tout ça, ça fait 4 ans qu'on se bat, ça fait 4 ans qu'on prouve les choses, et ça fait 4 ans qu'aucun juge des enfants ne sont capables de voir qu'il y a un acharnement sur nous depuis 4 ans.
Les départements en France, depuis 1983, gagnent de l'argent à placer les enfants. Philippe Seguin avait même dit dans son rapport d'octobre 2009, il y a des départements qui réclament plus d'argent qu'ils n'ont d'enfants placés. Donc on voit l'avidité des départements à vouloir absolument garder les enfants parce que c'est de l'argent. Donc il faut se rappeler que M6, dans zone interdite, le 19 janvier 2020, avait dénoncé pas d'enfants à placer pour les départements, pas d'argent. Et ben voilà, ils ont dénoncé publiquement la traite d'êtres humains. Tout en haut, ici, tu vas avoir le président du conseil départemental. Oui. En dessous, attends, tu vas avoir le directeur général des services. C'est-à-dire, donc, alors le président, lui, il est élu. D'accord. Ici, on a le directeur général de tous les services du conseil départemental. D'accord. Moi, là, ici, je t'ai fait uniquement la protection de l'enfance. D'accord, ok. Ensuite, on va avoir le directeur général adjoint des solidarités et réussites qui va gérer 3 politiques sociales. C'est les fameuses politiques sociales que les départements gèrent depuis les lois de la décentralisation. Donc, tu vas avoir une partie, tu vas avoir tout ce qui est autonomie, vieillesse, handicap, tu vas avoir tout ce qui est action sociale et direction enfance-famille, donc protection de l'enfance. Ensuite, tu as le chef de service de l'aide sociale à l'enfance ou directeur de l'aide sociale à l'enfance qui est là, hop, ici. En règle générale, il a un adjoint, d'accord. Selon les départements, il peut y en avoir plusieurs. Moi, j'étais ici. Je ne sais pas si tu vois, j'ai fait un petit carré en… Moi, j'étais là. Et parfois, j'étais amenée à faire le travail ici du chef de service. D'accord. Là, le chef de service de l'aide sociale à l'enfance et son responsable gèrent la CRIP, les établissements, les familles d'accueil, tout ce qui est mineurs non accompagnés, adoption. D'accord. Ça, ici, cet encadré-là, on va dire que c'est le siège, un peu comme une entreprise, tu vois. Ici, on a le siège, c'est ici que se définit la politique de protection de l'enfance. C'est ici qu'en gros, les décisions en centrale se prennent, mais ensuite, elles se déclinent sur le territoire. Alors, il faut savoir qu'en fonction des départements, les services d'aide sociale à l'enfance ne sont pas nécessairement les mêmes. Hein. Chaque département organise son service un peu comme il l'entend. Enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation. La loi ne le cadre pas, donc chaque département est différent. Mais après, on retrouve finalement après le même fonctionnement. J'ai affaire à une protection de l'enfance qui est infestée de cellules sectaires, de groupes sectaires, qui sont donc un système parallèle. On fait souvent la liste de tout ce qu'on nous fait quand on nous vole nos enfants. Mais moi, j'ai voulu la mettre dans un autre sens. Je me suis dit, de quoi a besoin les pédos? Vous êtes, imaginez, c'est une hypothèse impossible, mais imaginez que vous êtes un pédo. Vous avez besoin de quoi? Eh bien, vous avez besoin de sécurité judiciaire. Hein, il ne faut pas que vous soyez puni pour le mal que vous faites. Donc, abolition de la peine de mort. Ils en avaient marre de risquer de se faire raccourcir. Donc, il fallait abolir la peine de mort. Après, il fallait absolument déqualifier les crimes. Donc, on est passé de peine de mort à cour d'assises, à tribunal correctionnel. On n'a pas eu le temps de passer au tribunal de police. On est passé du sursis en tribunal. C'est-à-dire, voilà. Donc là, il y a une déqualification. Mais tout ça, ce n'est pas le droit français. Hein. On passe du droit français au droit du pédo. Le pédo a tous les droits. Après, l'important pour eux, c'est qu'il n'y ait jamais d'enquête. Donc le procureur, d'ailleurs, en cela, les policiers et les gendarmes, pour moi, sont extrêmement coupables, parce qu'ils se soumettent tous au procureur. Ah, le procureur, il m'a dit, je ne fais pas d'enquête, je ne fais pas de poursuite. Mais t'es un fonctionnaire, t'es un père, t'appliques le droit français, et non pas les ordres. C'est en cela que ces gens trahissent la France, parce qu'ils n'appliquent pas la loi, ils appliquent les ordres. Donc, même dans l'absolu, c'est quand même assez dingue de se dire, imaginons que le procureur est un pédo. Moi, policier, je me suis embêté, je risque ma peau tous les jours. J'écoute un pédo. Ah non, je ne pose pas la question. J'écoute un chef, il est au-dessus, il me donne des ordres. Donc on a des gens qui obéissent au doigt et à l'œil, des criminels. Je ne pose même pas la question de savoir si ce n'est pas des criminels, puisque ils devraient se dire, mais attends, moi j'ai plein de femmes, plein de personnes qui viennent dire, mes enfants sont violés, je devrais peut-être faire des enquêtes, c'est mon travail, j'ai été formé pour ça. Ben non,
Ils ne constatent pas, ils valident. Ils sont tout le temps dans la validation. Je me soumets, je me soumets, je me soumets. Toujours pareil. Donc, ben, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de recherche pénale du coupable, il n'y a pas de recherche d'ADN, il n'y a pas d'IRM des voix basses, il n'y a pas de gynécologie, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne cherche pas le coupable. Par contre, de dire les agents qui savent mais qui disent rien, ils cautionnent. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous avez beaucoup de professionnels, et je suis sûre qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, qui ne cautionnent pas du tout ce système. Ne cautionnent pas. C'était une vocation pour eux de travailler dans le social, en protection de l'enfance plus particulièrement, hein, en règle générale. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils se sont engagés là-dedans vraiment par conviction. Ils souhaitent faire leur travail correctement, ils essayent de le faire et ils se disent « je reste pour les enfants, je continue pour les enfants ». Mais il faut savoir que dès lors qu'un agent remet en question le fonctionnement de l'institution, il est harcelé. Quand il y a des procédures Mélanie et qu'il y a des films et que le professionnel a posé de bonnes questions, comme par hasard, le film disparaît. Il n'existe plus dans la procédure. Dans la mythe de Lisa, c'est ça. Les enfants ont parlé, ils ont dit tout. Et ça, c'est aussi c'est propre à ce système, c'est qu'il faut épuiser l'enfant dans sa dénonciation. Il y a un moment donné, l'enfant, il en a marre. Il dit, moi j'ai tout dit, je l'ai dit 20 fois, j'en ai marre. Vous m'avez dit, c'est la dernière fois, cette fois-ci ça va marcher, ça marche jamais. Et l'enfant, ben, il finit par se taire. Et l'enfant, c'est aussi ça qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que l'enfant ne croit plus dans le droit. Et là, c'est une déchéance de notre civilisation. Mais alors, en 2-3 générations, on va se retrouver avec des jeunes qui ne savent même pas ce que c'est que le droit. C'est quoi le droit? Moi, on m'a privé, on a abusé, on m'a tout fait, et on me dit j'ai des droits. Ils sont où tes droits? Ensuite, une fois que l'enfant a été violé, les violeurs, ils en ont marre hein, de toujours violer les mêmes. Donc après, l'ASE, elle est là pour stocker l'enfant. Elle est là pour stocker l'enfant, pour que l'enfant ne rentre pas chez lui. Donc on fait des renouvellements en veux-tu, en voilà. Et comment faire? Ben, c'est très simple. Ils ont créé le tribunal perpétuel. On est devant le juge pour enfants. On n'est pas d'accord, on fait appel. On ne va pas en cours de cassation parce que ça coûte 4000 balles l'avocat. Alors qu'avant 2006, c'était gratuit pour les placements. D'accord? C'était gratuit. Et sans avocat obligatoire. Et après, quand la cour d'appel confirme, on revient devant le juge pour enfants. On n'a jamais vu ça en droit. Ce n'est pas un tribunal inférieur qui doit décider in fine de ce qui se passe. Si la cour d'appel vous rend un de vos enfants, par exemple, elle éteint la procédure. Elle dit, celui-là, tu le rends. Donc le juge pour enfants d'après n'a pas le droit de prendre une nouvelle décision. Il n'a pas le droit, mais ils le font. Donc, juge pour enfants, cour d'appel. Juge pour enfants, cour d'appel. Juge pour enfants, cour d'appel. Ils ont inventé le tribunal perpétuel, tout en disant que c'est des placements temporaires. En plus de ça, on n'a pas les pièces du dossier. Article 1187 du Code de procédure civile. Il est interdit aux avocats de donner les copies des pièces à son client. Ah ouais. Donc, le juge, il ne donne pas les pièces du dossier. Les sociaux, ils ne donnent pas les copies de leur rapport. Et votre propre avocat, il vous dit, ben non, ah mais vous n'avez pas vu toutes les pièces, vous savez, il ne faut pas déranger la juge. Oui, j'ai à peu près vu, je sais à peu près ce que je vais dire, et puis en fait, ils ne défendent jamais les parents, ils les abusent, en contrepartie de 400 balles d'AGI, ils abusent de pauvres gens, ce sont des monstres. Ils sont aussi criminels que les pédos, les avocats. Ils n'ont même pas été capables de faire une seule manifestation contre cet article 1187 qui leur interdit d'exercer leur profession. Ça rapporte, ils sont complices, et puis on a aussi affaire à des avocats de petite envergure. Hein. Les autres, ils font attention à ne surtout pas mettre les doigts dans l'assistance éducative parce qu'ils savent que c'est vérolé. C'est vérolé. Donc, il faut que l'ASE séquestre les enfants le plus longtemps possible. Il faut que donc que l'ASE, je suis désolée, mais l'ASE est là pour écraser le parent. Les gens de l'ASE s'adaptent énormément au niveau de leur interlocuteur. Si le parent est capable de comprendre plein de choses, et bien là, on est en rapport de force, on est en conflit. Si le parent est soumis, il a peur, alors là, ils y vont, mais c'est royal, c'est royal. Ils vont lui faire toutes les marches de l'ascenseur, de l'escalier, il y en a pour 15 étages, il va souffrir, mais chaque phrase va être pervers. Chaque phrase va essayer de l'écraser, va l'inciter à oublier son gosse. Voilà. L'ASE veut garder l'enfant. Donc il faut décourager le parent.
Et ça marche. Ça fait 10 ans que je fais des manifestations, on est 4-5 PQ à chaque fois au lieu d'être des milliers. C'est démentiel de voir ça. Parce qu'ils tiennent les parents par la peur, parce qu'ils leur font croire que ça va être pire encore, alors qu'ils sont déjà au-delà du pire. Donc, il y a un moment donné, il faut se réveiller et se dire, bon, bah, qu'est-ce que je risque? Ils font déjà le pire. Parce qu'il y a aussi des parents qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Hein, il y a aussi des parents qui ne veulent pas, c'est trop dur. Ils n'imaginent même pas. En 2010, dans le Val-de-Marne, il m'avait carrément rayé des allocations familiales, moi et mes enfants, moi qui suis française. Et il m'avait laissé 666 € pour vivre, les enflures. Autre chose, les allocations familiales. Le département prend les allocations familiales, après avoir pris l'allocation rentrée scolaire pour appauvrir les parents, toujours les mettre en situation difficile, prétendent de placer l'argent sur des comptes que les enfants sortis de placement n'arrivent pas à récupérer. Et bien là, vous avez une proposition de loi pour que les allocations familiales soient données au département. Non mais attendez, elle date de décembre 2022. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de loi pour le faire avant alors. Et j'ai une maman qui cherche. Elle fouille, elle cherche. Trop marrante. Les sociaux lui ont dit, ben, on vous prend vos allocations. Elle a trouvé mauvaise, bien sûr. Elle a dit, bah, écoutez, moi, l'argent que je donne à mes enfants placés, je vais les déclarer en pension alimentaire au fisc. Ah non, 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 faites pas tout ça, faites surtout pas ça. Vous allez récupérer ces allocations. Bah, parce qu'en fin de compte, l'État, le département n'a pas le droit de prendre des allocations familiales, mais il ne veut pas non plus que ce soit déclaré quelque part. C'est trop drôle. Ça faisait un moment que je voulais traiter ces standards pour de l'éducation sexuelle pour l'Europe, qui est un document qui date de 2010. Et on va voir tout ce qui est attenant à ce document, puisqu'il y a des ramifications, comme on l'a dit avant. Je pense que ça complète bien la conférence de Marion Sigaud et de Vanessa, parce qu'on voit en fait que ces personnes sont impliquées, se connaissent, tout circule en vase clos, en circuit fermé, et que l'idéologie qu'il y a derrière, elle n'est pas en faveur de l'épanouissement, de la liberté, des droits humains et des enfants, et qu'elle se fait au détriment justement des enfants. Alors, c'était un chapitre, une conférence qui a été difficile pour moi de préparer. J'ai pas très bien dormi ces dernières nuits, mais je pense que c'est nécessaire de faire du travail d'archéologie et de présenter ça au public pour que les personnes aient les arguments, les preuves de ce qui se passe en coulisses et aussi voient les effets des mots. Parce que vous verrez dans cette présentation que les mots sont très importants. Ils disent le contraire de ce qu'ils veulent dire, et c'est des mots qu'on retrouve dans d'autres lexiques, dans d'autres registres. La résilience, l'inclusion, le durable, etc. Donc on y va. On nous parle d'éducation sexuelle holistique, donc qui est globale, qui représente un apport pour la santé en général. Ce document est un plaidoyer, nous dit-on, pour l'instauration d'une éducation sexuelle holistique qui donne aux enfants et aux jeunes, filles et garçons, une information objective, scientifiquement correcte. On a bien vu ce que la science nous disait, qu'on n'est nullement engagé à contredire, à nos dépens, n'est-ce pas? Et que, idéalement, donc c'est ce qu'on disait quelques slides avant, idéalement, les différents sujets sont introduits avant que l'enfant arrive au stade correspondant de développement. Donc c'est voulu. On anticipe à chaque fois le développement de l'enfant. Alors, de 0 à 1 an, les bébés, ça c'est des extraits du document des standards d'éducation sexuelle. Les bébés s'emploient à découvrir le monde qui les entoure. Ils sucent leurs jouets, regardent des visages ou des choses qui bougent, écoutent les bruits et la musique. Ils découvrent aussi leur propre corps. Ils se touchent eux-mêmes, touchent parfois aussi leur partie génitale, plutôt par hasard que délibérément. On nous met dans l'ambiance. De 2 à 3 ans, ils commencent à délibérément toucher leur partie génitale parce que cela leur fait du bien.
de 2 à 3 ans. Ils ont un grand besoin de contact physique. Ils aiment s'asseoir sur les genoux de quelqu'un et être cajolés. Comme Bendit a dit des choses du même ordre. Oui. Il y a ce qu'on appelle des réseaux, d'accord? Le réseau des enlèvements d'enfants, il y a 2 niveaux, pour que tu comprennes bien. Le premier niveau, c'est simplement parce que c'est un business économique dans un département, d'accord? Donc celui-là, c'est déjà de la perversité parce que tout le monde y protège son emploi, ça fait tourner du monde, ça fait, bon, voilà. Au lieu d'aider une maman en lui donnant une petite pension par mois, ils préfèrent dépenser des budgets qui sont énormes. Donc là, c'est ce qu'on appelle du détournement de fonds publics. D'accord? Mais il y a un deuxième étage. Et celui-là, il est plus pervers. La perversité d'une certaine franc-maçonnerie. J'ai pas dit toute la franc-maçonnerie. Mais à un certain niveau, la franc-maçonnerie, elle a un rôle puissant. Très puissant. Oui. Parce que tout seul, il n'aurait jamais pu faire ça. Voilà. C'est Donc, impossible. et à mon avis, quand tu commences à toucher le monde de la franc-maçonnerie à l'intérieur de ce monde-là, tu sais pas dans quel niveau ils sont. Et là, Non. il faudra faire très attention. D'accord? Parce que la perversité au-delà, du haut, et moi j'ai des preuves avec des témoignages anciens de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, aux mamans, de continuer de démontrer, de dévoiler, de dénoncer, d'accord, ce qu'elles subissent, et avec les recoupements, les recollements, avec tous les autres témoignages, les gens vont finir par comprendre qu'il y a une vraie perversité en France. Toujours de 0 à 4 ans, au chapitre sexualité, c'est celui qui m'a le plus choqué. Informer l'enfant sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, et la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, au chapitre sexualité, je le rappelle. Contact et tendresse comme une expression de l'amour et de l'affection. Ok. Toujours de 0 à 4 ans, page 39, dans le chapitre sexualité, santé et bien-être. Alors, informer l'enfant sur les bonnes et mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti ou une bonne sensation? Le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Et quid de la situation dans laquelle l'expérience ou le ressenti est plaisant? C'est le droit de dire oui. Exactement. Ce qu'on voit en creux, c'est que le consentement est considéré comme activé quand l'enfant ne dit rien. À partir de 0 ans. À partir de 0 ans. À partir de la naissance. Ok? À un moment donné, je me suis retrouvée sans salaire. J'ai 2 avocats. Hein, faut payer 2 avocats. J'ai porté plainte 5 fois. Hein. Si on n'a pas les épaules, si on n'a pas l'entourage pour nous soutenir, si on n'a pas financièrement les moyens, c'est pas possible. Angelina, alors qu'elle avait vécu que 4 ans et demi seule avec moi et qu'elle n'avait jamais dormi chez son père avant le 6 septembre 2022, après avoir été violée quasiment tous les jours jusqu'au 22 octobre 2022, a été placée. Elle a considéré que ce placement était à cause de ce qu'elle avait dit à maman. Alors après, elle a dit qu'elle voulait juste rentrer chez maman et autant elle continue à décrire le zizi de papa, qu'elle lui demande de le caresser. Et les juges ont rendu Angelina à son papa. Elle vit avec lui
sans surveillance. Et moi, je suis surveillée. Au début, excuse-moi de te couper, on me disait, attends, attention, tu parles d'un réseau, mais tu te rends compte, il y a 13 ans, mais ça va pas, tu as un problème, tu es parano. Mais je ne suis pas paranoïaque. On est en face d'un réseau phénoménal et énorme qui est relié à tous les départements du pays, voire même à l'international. Laz a décidé que je n'avais plus aucun contact avec ma fille, ni appel, ni rien. J'ai plus le droit de la voir parce que elle a dénoncé des troisièmes faits. La première fois, elle a été placée. La deuxième fois, elle a été rendue aux parents qu'on suspecte d'agression sexuelle incestueuse. Et la troisième fois, elle a perdu définitivement sa maman. Et donc, aujourd'hui, j'ai pas d'autre recours que de dénoncer cette injustice parce que la zone n'a pas le droit de faire ça. J'ai besoin d'aide parce que les juges, même si on considère que les juges me croient pas, parce que je suis avocate et je suis membre actif des fondations d'enfants et j'aide les parents protecteurs et du coup on croit pas cette parole de ma fille. Bien sûr qu'il y a des pervers, mais il y en a partout. On est dans une société, la société occidentale est pervertie. Donc, celui qui a l'esprit pervers, dans une institution perverse, elle est dans l'eau, c'est comme un poisson dans l'eau. Hein, et elle prend plaisir à détruire ou l'agent dont il a la charge, ou la famille qu'il a en face, ou le gamin qu'il a en face de lui au quotidien. Pour moi, depuis le début que j'ai commencé à ouvrir les yeux dans tout ça, j'ai tout de suite compris qu'ils étaient tous dedans. Je dis bien tous dedans. Il n'y a pas une institution où je suis rentrée, que ce soit médicale, sociale, les écoles. Mais parlons-en des écoles et des collèges. Mais les écoles sont complices aussi. Moi, j'ai eu beaucoup à faire dans mon parcours à des chefs d'établissement francs-maçons. Des directrices de crèche dans la franc-maçonnerie. La manipulation perverse, elle se nourrit de la souffrance des autres. Elle se nourrit de la peur. Hein, et donc, les agents sont tenus par la peur. Ils sont tenus, donc, l'institution utilise plein de moyens pour ça. Le New Public Management, oui, le manque de moyens, le harcèlement, elle utilise tous ces outils-là. Il faut bien le comprendre. Oui, il y a une volonté de nuire à la tradition, il y a une volonté de détruire. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois, l'État est responsable, l'État volontairement a mis en place une politique de destruction de l'enfance. Et d'ailleurs, quand je te dis protection de l'enfance, si je te dis protection de l'enfance, dans ta tête, protection, tu vas te dire sécurité, enfant en danger qu'on protège. Tu vas penser à tout ça. Oui. Mais si je te dis que le dispositif actuel est un dispositif de destruction de l'enfance, tout de suite, tu vas dire, mais oui, c'est ça. Parce qu'on voit bien qu'en réalité, tout est complètement inversé et qu'on n'est pas du tout dans un dispositif qui protège, mais qui est bien là pour détruire. Encore une chose pour les catholiques, on interdit aux enfants de prier, on interdit les enfants catholiques de porter la médaille miraculeuse et les éducateurs, je suis désolée, mais les éducateurs musulmans disent que c'est du satanisme, d'avoir une médaille miraculeuse. D'accord ? On empêche nos enfants d'aller à la messe et de bénéficier du catéchisme. Voilà, c'est merveilleux quand même. Vous vous rendez compte ? J'ai été en colère. J'étais très en colère. Et j'étais dans un processus de dénonciation. Aujourd'hui, je ne veux plus être dans l'accusation. Il y a encore quelques mois de ça, je ne connaissais même pas le concept d'aliénation parentale. Je ne savais pas que les travaux d'Alfred Kinsey étaient à ce point généralisés dans la formation des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Je ne connaissais pas tout ça. Je l'ai appris. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et moi-même, quand j'étais sur mon poste, parfois, j'ai fait, moi, une formation auprès d'un CRIAVS, donc Centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Et moi aussi, à un moment donné, j'ai cru, parce que je l'avais appris, que l'enfant naît avec une sexualité, en étant sexuel. Je l'ai appris ça. Mais aujourd'hui,
Mais je ne savais pas que c'était Kinsey qui était derrière ça. Et je ne savais pas que ces concepts-là étaient issus de tortures faites sur des enfants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas aujourd'hui accuser mes collègues de choses que je ne savais même pas moi-même il y a quelques mois. Il faut rester humble par rapport à ça. Et tout ça pour dire que toutes mes lectures ces derniers mois, parce que j'ai essayé de comprendre en fait comment fonctionne le système, c'est toutes ces lectures-là, même Marion Sigaud, que j'ai découvert l'été dernier, eh bien, c'est tout ça qui aujourd'hui me fait voir la chose différemment. Et c'est pour ça aujourd'hui que je ne veux plus être dans l'accusation, mais simplement regarder les choses de manière factuelle et comprendre que c'est bien plus complexe que ça. Lyon, c'est Ébi-Louis. Lyon, c'est les disparus. Lyon, c'est Apoigny. Lyon, ça s'est jamais arrêté non plus. Comprends qui peut. Donc, je sais déjà qu'il y a tout un tas de médecins pourris ici. Je sais qui. La maman qui est en souffrance, comme par hasard, elle devient folle. C'est ce qui les arrange. Voilà. Mais c'est ce qui les arrange. Et ils le font exprès. Donc après, ils argumentent, voilà, que ta souffrance devient de la folie. C'est comme ça qu'ils font. Mais je sais. Et ça, heureusement, merci les réseaux sociaux, merci les mamans, merci Sandrine Vol, merci à toutes ces personnes qui ont dénoncé ce qui se passe. Parce que clairement, c'est à devenir folle. C'est sûr. Je sais. Quand on s'aperçoit ensuite que c'est systémique et systématique, c'est que une fois qu'on désenfante une mère, elle devient folle. Tout lui est reproché. Hein, bien sûr. Ils ont essayé de trouver, chercher qu'est-ce qui pouvait me pénaliser en tant que mère. Lucie, construire des mensonges, ils savent faire. Hein. Ils sont dans la construction de mensonges pour arriver à leur finalité. Et plus c'est énorme, et plus ça passe. Hein. Bah oui. Je sais bien, c'est pour ça que la parole des mamans, elle est importante. Pour qu'un jour, l'ensemble des témoignages montrent que des mécanismes sont strictement les mêmes pour toutes les mamans. Les mamans, c'est ce qui doit devenir en priorité les coupables. D'accord ? C'est comme ça qu'ils font. Mais ça ne les empêche pas de mentir et de construire sur des mensonges. C'est comme ça qu'ils font. Il y en a qui attendent depuis 3 ans. Des enfants, des cas lourds, ont vraiment besoin d'être en structure. Ceux-là, ils ne prennent pas la place de ma fille qui devrait être à l'école. Voilà ce qui se passe. Alors, il faut savoir que donc moi j'ai 3 enfants, donc j'ai Valentin qui a 13 ans aujourd'hui. Oui. D'accord. Qui va avoir 14 ans au mois de septembre. Oui. J'ai Amandine qui a 10 ans au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et j'ai du moins qu'il a eu il n'y a pas longtemps, mais je veux dire cette année elle a 10 ans. D'accord. C'est récent. Et Hortense a 9 ans, elles ont 11 mois d'écart. D'accord. Moi, mes enfants, je les ai portés à bout de bras. La juge, quel qu'il soit, ou les autres, je n'ai jamais marché, si vous voulez, dans leur combine, j'ai toujours été dans la contradiction. Parce que je trouvais que c'était injuste. Je connais justement des personnes qui sont conseillers départementaux de la Gironde et qui me disent on est impuissant, on ne peut pas t'aider. Carrément, ils te le disent carrément. Carrément, ouvertement. Et cette personne-là connaît justement la personne qui s'occupe du social, qui est conseillère départementale aussi de la Gironde. On lui a coupé les ailes. Tu te tais ou autrement on te dégage. Donc ça veut dire que elle privilégie son salaire, et ce qui est normal, parce que quand on est conseiller départemental, on touche de l'argent, il faut le savoir. Mais aujourd'hui, on est dans une histoire d'argent. Il faut savoir que mes 3 enfants, au jour d'aujourd'hui, coûtent 635 000 € à l'année. Bienvenue, Madame Effinger. Nous sommes la franc-maçonnerie. Ils ne se sont pas cachés. On pourrait plutôt, avec des sommes pareilles, aider des familles en difficulté pour des sommes infimes, même trouver des fois dans l'entourage familial une personne qu'on pourrait aider, un grand-parent ou autre,
et à ce grand-parent lui dire, ah ben oui, ben vous avez une indemnité de 500 € par mois pour vous occuper temporairement de l'enfant qui est en difficulté suite à une séparation, un divorce, ou souvent, moi j'ai pris comme exemple le cas de Jean-Luc Laporte. C'était pareil, un couple, ils se sont retrouvés au chômage, il y a eu un signalement, on leur a enlevé les 3 gosses, c'était l'As des Landes. On leur a enlevé les 3 gosses, ils les ont récupérés à 18 ans. Alors évidemment, avec tous les défauts qu'il y a dans ces foyers, qu'il y a de la drogue qui circule, il y a des violences entre enfants, il y a les éducateurs qui ont du mal à maîtriser les situations, parce que c'est souvent des enfants qui arrivent de tous horizons là-dedans. Et c'est souvent celui qui a, je dirais, qui arrive à imposer, il y a la terreur sur les autres qui domine. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a dans ces foyers, il arrive qu'il y ait des viols sur des ados. Enfin, c'est des situations où le gosse, il est dans une situation souvent pire que ce qu'il pourrait vivre chez lui. On l'a mis dans ces foyers pour un principe de précaution. Et malheureusement, tous ces foyers ne sont pas des exemples de fonctionnement. Ils vont chercher un juge parisien et ils vont te le mettre juste pour une audience et ils le redégagent à Paris. Que des trucs comme ça, ils m'ont fait. Ils me mettaient une magistrate qui partait en retraite le lendemain. Enfin, tout ce qui était dit à l'audience n'était pas écrit dans les jugements. J'ai eu des audiences sans greffier. Toutes les maltraitances, les violences et les abus et les tortures qu'ont subi mes enfants en foyer n'étaient pas non plus dans l'ordonnance. Dans l'ordonnance, tu pouvais seulement lire chaque année, la mère est en très très grande souffrance, la mère a des graves problèmes psychiatriques. On replace. Donc il faut absolument que les enfants placés et les parents d'enfants placés se revoient, c'est un impératif pour pouvoir solder le problème de manière affective, mais surtout retrouver, identifier, trouver des traces de ces criminels. On ne peut pas laisser de telles choses impunies, c'est impossible. Aucun pays ne peut se relever de ça. Au moins une guerre, c'est comme ça. Il y a des morts, il y a de la souffrance, mais tout le monde en prend plein la tronche. Là, non, là, il n'y a que les enfants qui font la guerre. Et ils font la guerre à des pédocrimes. Ils subissent les réseaux pédos. Je t'aime maman, je t'aime maman, je t'aime maman. Bisous. Je t'aime maman.